Durant la série de vidéos Naruto Origins, il vous arrivera de voir le logo ci-dessus dans un coin de l'écran. Il s'agira tout simplement d'images ou de situations reconstituées par l'équipe de Darkose. Ces images vous permettront, en tant que viewer, de mieux comprendre une situation, une idée ou un concept de Masashi Kishimoto. Pour finir, à chaque nouvel épisode de l'émission, un nouveau poster verra le jour et sera disponible à l'achat sur le site de l'atelier de Chris. Vous pourrez également les retrouver physiquement au cœur de plusieurs conventions, et ce, partout en France durant l'année 2026. Pour ne rien manquer, il est très important de suivre l'actualité de Chris sur ses réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de l'épisode 1, le poster de l'épisode 0, qui évoquait le monde ninja, sa hiérarchie et son fonctionnement, est déjà disponible, aux côtés de celui de l'épisode du jour, illustrant quant à lui l'intégralité des créations de Kishimoto, de Karakuri à Asian Punk, en passant par Yakuo et bien sûr Naruto. Vous êtes prêts? Alors bienvenue dans le grand retour de Naruto Origins. Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est donc Darkose pour le premier véritable épisode de Naruto Origins. Je sais, ça fait extrêmement longtemps, l'épisode 0 date d'il y a plus d'1 an, bientôt 2 ans, mais nous y sommes. L'épisode 1 est juste devant vous, vous avez cliqué sur la vidéo, merci. Voilà, épisode 2 dans 2 ans peut-être, on ne sait pas. Normalement, je voulais rentrer dans le vif du sujet directement en vous parlant de l'œuvre Naruto et de Masashi Kishimoto, mais avant tout, je dois passer par là obligatoirement. Merci à toutes et à tous. Je ne sais pas comment le mettre en avant, je ne sais pas comment lancer le sujet, mais nous avons passé ensemble les 100 000 abonnés. C'est un rêve de fou, hein. Dans un premier temps, quand j'ai commencé YouTube, c'était mon objectif, les 100 000 abonnés. Avant, c'était les 1000, les 10 000, les 100 000. On y est, plus de 100 000 abonnés, le trophée des 100 000 est là. Merci à tous ceux qui ont soutenu la chaîne, merci à tous ceux qui ont pu croire en moi, cliquer sur les projets, cliquer sur les vidéos. Un grand merci, on va pas se mentir, au chef Otaku, qui m'a permis de continuer les vidéos YouTube, qui m'a permis de avoir ses éclairages, ses caméras, son décor, d'avoir la flexibilité sur les plannings de tournage aussi. On va pas se mentir, il a beaucoup aidé la chaîne sur les derniers mois. Donc voilà, les 100 000 abonnés, peut-être un jour les 1 million. Personne n'y croit, et moi non plus, mais en tout cas, voilà, bref, des merci, des bisous, vous êtes les boss. Et maintenant, on commence le premier véritable épisode de Naruto Origins. Il est né des racines de l'amour qui ont malheureusement donné naissance aux fruits de la haine. Condamné dès sa naissance à faire souffrir les 2 premières personnes qui l'ont aimé d'un amour sincère, il est devenu le symbole d'une catastrophe, d'un accident qui a détruit des centaines de familles. Maintenant, fermez les yeux et imaginez, ne serait-ce qu'un instant, être ce bébé qui par sa seule venue au monde a coûté la vie à des milliers d'autres. Voici l'histoire de Naruto Uzumaki, un enfant porteur d'espoir et de talent qui finira par porter une malédiction et sera la cible des médisances. Bienvenue dans le premier véritable épisode des aventures du ninja, le plus célèbre du monde. Tout le monde n'est pas au courant de ça, mais avant d'avoir le succès qu'il a aujourd'hui, Masashi Kishimoto a eu plusieurs échecs avec de petites histoires courtes.
Au tout début de sa carrière, il était reconnu comme un génie de l'effort. Il n'avait pas de grand talent, pas de grande capacité, il n'était pas monstrueux en scénario ou en dessin, mais lui, il espérait devenir comme ses modèles, comme par exemple le regretté Akira Toriyama. Bien que le Weekly Shonen Jump comptait de véritables génies parmi ses rangs, il est important de noter que Masashi Kishimoto avait encore une fois un niveau très basique, voire inférieur à celui des autres mangaka de son époque. Seul l'entraînement acharné et la persévérance ont fait de lui le mangaka que l'on connaît aujourd'hui. Et c'est justement ce genre de valeur que l'on retrouvera plus tard dans le manga Naruto d'ailleurs. Et je trouve personnellement qu'il est très important de parler des œuvres que Kishimoto a créées avant Naruto, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit tout simplement des œuvres ayant mené le personnage que nous connaissons toutes et tous à ce qu'il est aujourd'hui. Par exemple, sa toute première création en tant que mangaka date du début des années 90. Il s'agissait ici d'une histoire de ninja, un projet portant le nom de Yatari-kun. Une fois arrivé au collège, le jeune Masashi découvre les mangas légendaires de son époque. Totalement bouche bée face à leur niveau, il décide finalement de délaisser complètement le dessin, ne se croyant même plus capable de devenir un jour un mangaka lui aussi. Le jeune homme s'adonne alors à des sports tels que le baseball. Au fil des mois qui défilent, l'adolescent envisage un temps de faire carrière dans le sport, mais se rend rapidement compte qu'il n'en est pas capable non plus. Masashi Kishimoto est encore jeune, mais il échoue à la fois dans le sport et dans le dessin. C'est durant une balade à vélo qu'il tombe sur l'affiche d'un film nommé Akira. En la contemplant longuement, il a soudain un énorme déclic. Sa passion pour le dessin ressurgit d'un coup. Une fois au lycée, Masashi Kishimoto consacre très peu de temps à ses devoirs et passe la majeure partie de son temps à dessiner de nouveaux projets. Il entre alors dans une université d'art sur l'île de Kyushu et commence même un manga de samouraï qu'il proposera à ses pairs. Mais malheureusement, Kishimoto n'aura jamais de réponse par rapport à ce manga-là. Aucun professionnel du milieu ne va lui répondre. Ça va juste tomber dans l'oubli. Mais ce qui est intéressant, c'est que les samouraïs étaient la première idée de Kishimoto, bel et bien avant les ninjas, et ça va le marquer. Parce que les samouraïs existeront bel et bien dans Naruto avec le pays du fer, mais ce n'est pas tout, il va également dédier un autre manga aux samouraïs, c'est Samurai 8 Hachimaruden. Manga lui aussi annulé, donc les samouraïs lui portent la poisse, mais c'est bien de le voir. C'est un truc qui l'a marqué et qu'il voulait faire. En tout cas, la première chose à remarquer, c'est que la plus vieille trace des créations de Kishimoto, c'était quand il avait une quinzaine d'années. Et ce qui est triste concernant ce sujet, c'est que l'on ne retrouve aucune trace du manga en question. Aucun dessin, aucun croquis, aucun synopsis. Nous savons juste qu'il a été dessiné à l'époque du lycée, mais le projet, encore une fois, il a complètement disparu de l'histoire. Ensuite, nous retrouvons deux mangas, Yakyu-O et Asian Punk, qui datent à peu près des années 96, et donc vraiment de ces années lycée. Asian Punk mettait en avant un jeune androïde possédant une énorme hache qui luttait contre un meunier qui utilisait, quant à lui, les mauvais esprits. Et cette histoire de chasseur de fantômes a, selon Kishimoto lui-même, ramassé une énorme gamelle, et encore une fois, c'est un projet qui a disparu de l'histoire. Très peu de planches, très peu de synopsis ou de personnages, les gens n'en parlent plus. Néanmoins, vous le voyez à l'écran comme moi, nous avons bel et bien ici le prototype d'un Konohamaru Sarutobi. Et plus je vois le croquis, plus je vois l'histoire, plus je vois de quoi ça devait parler, plus je me dis que j'aurais aimé lire Asian Punk. Vraiment, ça a l'air vraiment trop cool. Et pour les plus curieux d'entre vous, on retrouve une petite page résumée du manga et du projet dans le volume 4 de Naruto chez les éditions Kana. Voilà, si tu veux une trace, il n'y a plus que ça. Une page, en 72 volumes. C'est tout. Ensuite, nous avons eu le droit à Yakyu-O, le roi du baseball. C'était donc un manga de sport dédié au baseball, comme son nom l'indique. Le style de Kishimoto était plus proche du réalisme, plus qu'autre chose. Et malheureusement, Kishimoto a dû complètement annuler l'idée du manga et du projet, parce que selon les professionnels cette fois-ci, c'était pas assez attractif, pas assez intéressant, beaucoup trop sérieux, et pour un shonen, on n'en veut pas. Néanmoins, on remarque quelque chose avec son héros de l'époque dans Yakyu-O, c'est qu'il avait déjà un prototype de moustache sur les joues, un signe physique que l'on connaît énormément aujourd'hui avec Naruto Uzumaki.
Et encore une fois, comme pour Asian Punk, on retrouve des informations dans le volume 4 de Naruto chez les éditions Kana. Voilà, c'est vraiment le tome en fait où il a mis toutes ces infos et tous ses échecs. C'est pour ça que je l'aime beaucoup celui-là. Sympa. Et après ces 3 échecs en tant que mangaka professionnel et en même temps amateur, il va avoir une grande remise en question. Il va remettre en question toute sa vie, le gars. Mais pourtant, il va se démarquer grandement du marché du mangaka parce qu'il va créer une histoire du nom de Karakuri. Cette œuvre, encore peu connue du grand public, explorait des thèmes tels que les complots gouvernementaux, les androïdes, les virus et les humains modifiés par une technologie avancée. Des thèmes que l'on retrouvera également en 2016 dans le manga Boruto Naruto Next Generations, avec l'organisation Kara et les recherches du professeur Katasuke par exemple. Et je trouve également plutôt marrant que l'organisation Karakuri ait plus ou moins inspiré une organisation technologique du nom de Kara dans Boruto. Donc tous les travaux de Kishimoto sont importants pour l'avenir, et ça on le remarque très rapidement avec ses œuvres. Et je pense très sincèrement qu'il est important de parler plus en détail, et avec vous, du tout premier grand projet de Kishimoto. Donc, ensemble, arrêtons-nous quelques minutes sur le plus grand projet de Kishimoto en tant que mangaka amateur. J'ai nommé le premier grand frère spirituel de Naruto, le manga Karakuri de 1996 et 97. Comme je viens de l'expliquer, en 1996, l'année de ma naissance, ok, on s'en bat les couilles, c'est vrai, Kishimoto avait pour objectif, avec son premier manga, de respecter 3 points assez importants à ses yeux. Il souhaitait créer un univers cyberpunk, le mélanger avec des scènes d'action pleines de dynamisme, et pour finir, retrouver dans son œuvre une violence à glacer le sang. Parce qu'il faut bien dire quelque chose, en 1996, le marché du manga dans lequel rentre Kishimoto, en vrai de vrai, il est plutôt assez calme. Dragon Ball était fini depuis 1995 et Yu Yu Hakusho était fini depuis 1994. Il y a également le cas de Hokuto no Ken qui était fini depuis les années 1988 et le manga Ninku depuis 1995. Alors oui, vous ne savez sûrement pas qui est Ninku pour Kishimoto, mais c'est une œuvre très importante pour l'auteur, on en parlera dans d'autres épisodes. Quant aux grands mangas populaires d'aujourd'hui comme One Piece, Hunter x Hunter ou Bleach, ils ne verront le jour qu'entre 97 et 2001. Pour la faire simple, on était tout simplement dans une grande époque de vide qui séparait la fin de Dragon Ball et le début des Bleach, des One Piece, des Hunter x Hunter ou encore des Naruto par exemple. Alors les gros concurrents de l'époque, c'était surtout les mangas de sport avec Slam Dunk, Captain Tsubasa ou encore dans un autre registre, Détective Conan et la partie 4 de Jojo Bizarre Adventure. Mais est-ce que, à cette époque-là, il y avait un manga qui, dès ses premiers chapitres, osait étaler des yeux et des boyaux par terre, avec une violence à couper le souffle? En vrai de vrai, la réponse c'est non. Certains diront que Dragon Ball le faisait beaucoup par le passé, c'est vrai, mais c'était des créatures extraterrestres ou bien avec des apparences non humaines. Donc pour moi, c'est moins choquant. Là, Kishimoto, son objectif, c'est bel et bien de montrer des hommes, des femmes et des enfants mourir avec une grande violence, et encore une fois, voir leurs boyaux par terre. Après, quitte à devenir mangaka professionnel, autant choquer le monde, hein. Moi je suis d'accord. Maintenant, au niveau de son histoire, Karakuri, c'est quand même très simple. Ou pas du tout en fait, c'est un peu galère à comprendre, très galère. Nous nous retrouvons dans les années 1900 au Japon, lorsqu'un virus entraîne de nombreux décès dans tout le pays. Pour pallier à ce problème, le ministère de la Santé japonais fait appel à la bionique et développe rapidement un système nerveux artificiel capable de communiquer avec les cellules du corps humain. Cette technologie située dans une vertèbre cervicale, elle aussi artificielle, permet de contrôler librement les lymphocytes responsables quant à eux de la production d'anticorps pour lutter contre les agents pathogènes. Excusez-moi, il fallait faire médecine pour comprendre le manga parce que là, dites-vous que j'ai fait une version simplifiée rien que pour vous, hein. C'est beaucoup plus dur à comprendre normalement, j'ai été gentil. À la suite d'un vaste programme d'implantation du dispositif chez les humains, ces derniers réussissent à contrer le virus et à se relever de cette terrible épreuve. Cependant, une partie des scientifiques ayant participé au programme de recherche s'allie à un investisseur mystérieux et continue à travailler secrètement sur les vertèbres cervicales artificielles afin d'en développer des débouchés militaires.
C'est ainsi que le projet Roido, tel qu'il fut nommé à l'époque, entraîna l'écoulement massif de ces nouvelles technologies sur le marché noir. Les personnes ayant reçu les implantations développées clandestinement furent également appelées Roido par association avec le nom du projet initial. N'ayant plus rien d'humain, les Roido étaient de véritables machines de guerre. Les yeux injectés de sang, ils étaient altérés aussi bien sur le plan physique que corporel. Sous couvert d'accidents, les capacités des Roido furent alors testées dans l'espace public. En réponse à ce développement clandestin et interdit, l'agence de défense japonaise créa une 4e unité au sein de la 14e division. Ils sont alors appelés les Karakuri. Jugée bien trop puissante et dangereuse au niveau international, l'unité Karakuri fut placée sous l'observation d'animaux appartenant à l'unité de police de l'agence de défense. Waouh! Putain Kishimoto, là tu rigoles pas. C'est trop! Le manga commence à peine que l'auteur nous balance 1000 informations dans la gueule. Les Roido, les lymphocytes, la greffe, la technologie, le gouvernement, la police, l'agence de défense japonaise, le virus mondial, la 4e unité, la 14e division, des animaux qui parlent. En vrai, on va pas se mentir, en 6 pages, c'est extrêmement violent et très indigeste. C'est pas le Kishimoto qu'on connaît habituellement. Là, c'est waouh! Et le pire, c'est que c'est pas simple à comprendre, hein. Premier degré, j'ai dû me poser sur le truc, le relire plusieurs fois, le décortiquer pour espérer le comprendre. Néanmoins, si vous lisez plusieurs mangas, vous pouvez également voir plusieurs ressemblances entre Karakuri et le manga Sukedaishi 9, qui a été créé quant à lui par Seishi Kishimoto, le frère jumeau de Kishimoto, en 2014. Parce que oui, Kishimoto a bel et bien un frère jumeau, Seishi Kishimoto. Il fallait le savoir. Genre le délire d'unité travaillant pour le gouvernement, mais vu en même temps comme des soldats ou bien des agents à surveiller, car ils n'ont pas la confiance tout simplement de l'État, mélangée à des technologies scientifiques. Bon, alors, je vous vois venir, je ne dis pas que Seishi Kishimoto a copié Karakuri pour son manga Sukedaishi 9. C'est pas du tout ce que je dis, hein. Je préfère être clair. Je vous connais en fait, je vous connais. Mais par contre, je sais voir des ressemblances entre Satan 666 et Naruto, qui sont encore une fois les mangas des deux frères jumeaux. Ça par contre, je sais le voir, ouais. Donc, s'il te plaît Seishi, on fait un peu attention et on se réveille un peu, parce que là, t'es pas loin de faire du plagiat en fait. Très clairement. Mais plus sérieusement, on en reparlera dans d'autres vidéos, parce que oui, il existe bel et bien une affaire sur Seishi Kishimoto et le plagiat. À l'époque, Kishimoto a dû intervenir, faire une communication publique, parler à un maximum de journalistes pour dire, en gros, arrêtez l'harcèlement sur mon frère, parce que là, le frérot ne va pas bien. Ça a existé, c'est une affaire qui a été rendue publique, et on en parlera une autre fois. Le frérot Seishi a vraiment pris tarif à l'époque. Maintenant, parlons un peu de l'histoire de Karakuri, de quoi ça parle, parce que là, j'ai juste parlé des 5-6 premières pages. Je t'ai dit, c'était très très violent. Très violent. Très violent. On découvre pour la première fois du one-shot Kiryu accompagné de Ken, une jeune souris chef d'escouade de l'organisation Karakuri. Et bien que Ken soit reconnu dans l'univers comme étant un chef d'escouade, on apprendra bien rapidement qu'il est également une création de l'organisation Karakuri afin de servir de chien de garde et donc d'accompagner au mieux les agents en mission. Donc, l'agence et l'organisation Karakuri créent des animaux biologiquement, via des expériences, pour qu'ils soient suffisamment puissants pour surveiller, quant à eux, les véritables agents qui sont des humains dotés de super pouvoirs. En gros, c'est pour la faire simple. Maintenant, la véritable question, c'est pourquoi ils ne créent pas juste des super animaux, quoi, du coup, s'ils ont la capacité de le faire. Hein? Non, mais plus sérieusement, ce que je dis, c'est pas du tout con, hein. Vraiment. L'organisation Karakuri, ils ont créé des êtres vivants pour surveiller les personnes comme Kiryu qui sont jugés trop puissants. Mais s'ils ont la capacité de créer des êtres vivants comme des super animaux de la mort qui tue, ils ont qu'à ne pas missionner les humains, qui sont notés comme dangereux, ils ont qu'à faire des unités composées uniquement d'animaux. En vrai, c'est un peu con, non? Quand l'histoire débute, on apprend que l'unité de Kiryu est en permission en même temps que l'unité numéro 13 des Karakuri, dans laquelle se trouve un jeune homme du nom de Koten.
Koten et sa petite sœur Koron invitent via une lettre nos deux héros à les rejoindre afin de manger, boire et de faire la fête. Et puisque Kirou, le héros du manga, est amoureux de Koron, depuis maintenant plusieurs années, eh bien, il a très hâte de les retrouver. Mon salaud, hein? Mais malheureusement, le héros du manga n'est vraiment pas un bon en orientation. Même avec une carte dans les mains, il est dans l'incapacité de trouver son chemin facilement, et un retard assez important commence à se faire sur la route. Oui, en gros, Kirou, c'est Roronoa Zoro. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que Eiichiro Oda s'est inspiré de Kirou pour créer son personnage de Roronoa Zoro, encore une fois? C'est une vraie question. En fait, on a connaissance que Eiichiro Oda et Masashi Kishimoto sont amis, voire même meilleurs amis, depuis le début des années 90. Donc, ils ont construit leur manga en même temps, et puisque Karakuri et Kirou ne verront absolument jamais le jour et que dans la même époque, ils confectionnaient One Piece et donc Roronoa Zoro, et qu'ils étaient potes, c'est pas impossible que Oda se soit inspiré de Kirou pour en faire un trait de Zoro. Tu me prends pour un fou, mais c'est vraiment pas con, hein. Pour la simple et bonne raison que dans leur carrière professionnelle, Oda et Kishimoto ont passé leur temps à se faire des clins d'œil. Je te donne un exemple. Chapitre 766 de One Piece, tu as Luffy qui mange avec Naruto. T'as même la robe de Nami, c'est le symbole de Konoha. Enfin, il y a plein de traits. Je crois que Luffy mange la viande de Luffy. Luffy mange les ramen de Naruto. Pareil, chapitre numéro 700 de Naruto, Kishimoto a dessiné le Jolly Roger des Mugiwara sur la tête de Naruto Hokage. Et des exemples comme ça, c'en est qu'un là, mais il y en a une multitude. Les gars ont passé leur temps à se faire des clins d'œil. C'est pour ça qu'ils sont quasiment meilleurs potes. Je crois que ça a même été dit dans d'autres interviews. Les gars sont vraiment des bros, ils ont grandi ensemble et leur carrière s'est faite ensemble. Donc pour moi, c'est vraiment pas impossible que Oda se soit inspiré de Kirou pour en faire un trait de Roronoa Zoro. Dans tous les cas, cette théorie me plaît, donc elle est vraie. Oui. Alors que nos deux héros prennent du retard, la maison de Koten et Koron se fait attaquer par des hommes aux capacités étranges. En réalité, ce sont des Roido. L'un des deux, Dagu, est un pisteur possédant des sens humains 10 000 fois supérieurs à la moyenne, et le second Roido est capable de modifier la forme de son corps au combat. Et attendez 2 minutes, Dagu, encore une fois, il a clairement les moustaches de Naruto. Donc je ne sais pas pourquoi Kishimoto a un kiff sur les moustaches comme ça. Mais ok. Et le second personnage qui a les yeux noirs, pleins de sang et qui transforme son corps afin d'avoir des appendices offensifs, c'est clairement les Kagune de Kanikiken dans Tokyo Ghoul, hein. Putain, mais ça veut dire que Kishimoto a même fait des foreshadowing dans des mangas qui ne sont pas les siens. Il est vraiment trop fort en foreshadowing. Il a tout deviné à l'avance, comme diraient les fans de One Piece. Bon, plus sérieusement, les deux antagonistes possèdent un petit flow et j'aime beaucoup. Ces derniers semblent être à la recherche de la jeune Koron, car c'est une femme non affectée par le virus de l'époque et possédant donc un groupe sanguin AB négatif. Donc là, tu vas me dire, Darkose, pourquoi tu parles de groupe sanguin AB négatif et de personnes immunisées à des virus d'époque? C'est quoi le rapport? Eh bien, pour la simple et bonne raison que le responsable hiérarchique des deux Roido qui viennent d'apparaître est malade depuis plusieurs années et il est quant à lui affecté par un virus de sang et ses jours sont comptés depuis maintenant plusieurs années. Et donc, tu l'as compris, seule une personne du groupe AB négatif et ayant été immunisée au virus de l'époque peut lui sauver la vie. Et d'ailleurs, le groupe sanguin AB négatif dans notre monde à nous aussi, c'est le groupe sanguin le plus rare qui existe. Seulement 1% de la population mondiale a ce groupe sanguin. Donc, si tu es AB négatif, dis-toi frérot ou ma sœur que tu es hyper rare. Voilà, c'est une info un peu nulle, mais il fallait que je la cale quelque part. Tu es peut-être rare, mais like ma vidéo quand même. En tout cas, c'est quand même dommage que l'une des seules personnes AB négatif au monde, c'est la femme dont est amoureux le héros. Hein. C'est vraiment dommage. Hein. Mais alors, comment ont-ils fait pour retrouver la trace de Koron et de Koten? Alors ça, c'est la question. Hein. Eh bien, on apprend rapidement que Dagu est un Roido spécialisé en traque. Il a réussi à reconnaître, grâce à son odorat surdéveloppé, la qualité et la spécificité du sang de la jeune femme, mais surtout le fait que cette dernière possédait le même groupe sanguin que leur président.
Ken et Kiryu arrivent enfin sur les lieux et découvrent rapidement que Koron a déjà été enlevé par les deux antagonistes. Le jeune animal explique ensuite qu'il est en fait une souris pisteuse et qu'il peut retrouver la localisation de la jeune femme si il a en sa possession un vêtement ou bien un objet possédant son odeur. Ken récupère donc une culotte qu'il accroche sur son museau et commence à pister la jeune femme. Ah bah il oublie d'être con celui-là. Une fois sur place, nous découvrons que le président n'aura pas seulement besoin d'un échantillon de son sang, mais en fait, il aura besoin de l'intégralité de la vitalité appartenant à la jeune femme pour espérer survivre à son virus sanguin qui le détruit maintenant depuis plusieurs années. En gros, je te fais un résumé, il faut qu'elle crève quoi. Un combat éclate ensuite entre les Roido et l'unité de Ken, et on découvre enfin les pouvoirs de notre héros. En réalité, Kiryu possède à son bras droit une technologie fabriquée par son organisation portant le nom d'un Karakuri. Donc, Karakuri, c'est le nom du manga, mais également le nom de l'organisation à laquelle appartient Kiryu, mais c'est également le nom du dispositif qu'il a au bras. Et d'ailleurs, puisque je suis un gars extrêmement gentil, Karakuri, ça veut dire mécanisme ou bien dispositif. Cette technologie permet, dans le cas de Kiryu, d'injecter du méthane liquide à l'intérieur des corps ennemis pour les faire exploser. Il peut aussi contrôler la température et la pression des éléments chimiques qui l'entourent ou bien qui sont présents dans son Karakuri. Le héros va donc tuer les deux Roido et on découvre même les prémices d'un certain Chidori. Le président, quant à lui, supplie alors d'être sauvé, mais le héros s'en bat les couilles et le laisse mourir. Koten retrouve alors sa petite sœur et Kiryu décide de repartir en mission, tel un grand héros de shonen qui n'a pas le temps de se poser car il y a des vies à sauver partout dans le monde. Beau gosse. La dernière scène nous montre qu'au final, Ken et Kiryu se sont encore perdus et qu'ils vont devoir dormir dehors dans le froid. Bon, en vrai, on va pas se mentir, ce fameux one-shot, il possède beaucoup de points forts, mais aussi beaucoup de points faibles. Déjà, j'ai l'intime conviction que Kishimoto aurait pu mieux faire sur le prénom de ses personnages, genre Kiryu, Ken, Koron, Koten, Karakuri, genre trop de K. Et c'est con, hein, mais bah moi ça m'a un peu perdu, genre les prénoms se ressemblent quand même beaucoup. Oui, ça, c'est tout. Pour le marché européen, je trouve que les prénoms se ressemblent énormément et ça aide pas du tout à identifier les personnages et à se repérer par moments dans le récit. C'est mon avis nul, mais j'ai quasiment que ça à dire, donc accepte. Kishimoto termine enfin son one-shot d'une 40aine de pages et présente son travail au jury de la Shueisha. Et celui qui l'évalue, ce n'est pas n'importe qui, c'est monsieur Hirohiko Araki, le créateur de JoJo Bizarre Adventures. Et pendant la lecture du one-shot Karakuri, bah Araki, c'est bizarre, mais il a un véritable coup de cœur en fait. C'est trop bien. Kishimoto remporte ainsi le prix Upstep dans le numéro 19 du Weekly Shonen Jump de 96, et avec cette victoire, il remporte également 275 000 yens. Alors, tu vas me dire que 275 000 yens, c'est énormément, c'est beaucoup de thunes, mais en termes d'euros, c'est à peu près un SMIC, c'est 1500 balles, à peu près. Mais en tout cas, maintenant, Kishimoto a la possibilité d'être suivi par un responsable éditorial, j'ai nommé le grand monsieur Kosuke Yaagi, quand même. L'objectif étant donc avec cette action d'être suivi dans un parcours professionnel et de proposer désormais des idées de séries dans le Weekly Shonen Jump. Autrement dit, Masashi Kishimoto a maintenant la possibilité de rejoindre le parcours que Akira Toriyama ou Katsuhiro Otomo ont emprunté avant lui. En tout cas, je trouve ça assez fou de se dire que sans le papa de JoJo Bizarre Adventures, bah peut-être que la carrière de Kishimoto n'aurait jamais décollé et Naruto n'aurait jamais été créé. En tout cas, le manga et le one-shot Karakuri, tu peux le retrouver dans le numéro 5 de l'édition Hokage de Naruto chez les éditions Kana. Voilà, c'est un pur plaisir à lire, moi je kiffe énormément. Cependant, malgré le succès de son œuvre Karakuri au Japon, il est important de savoir que Kishimoto a rencontré de grandes difficultés pour faire accepter son projet par son éditeur. Il a alors bossé sur un autre manga et un autre projet du nom de Machakusa. Il s'agissait ici d'une œuvre slice of life où l'on suivait les aventures d'Akira et de ses deux amis Kachin et Kaoru. L'histoire raconte le jour où Akira et ses amis
ont trouvé un portefeuille et ont décidé d'utiliser l'intégralité de l'argent et du contenu pour satisfaire leur plaisir d'enfant. Tu vas juste en fait suivre l'histoire de 3 enfants, de 3 adolescents, qui vont claquer de la thune qui n'est pas à eux dans la ville. C'est du slice of life, rien de plus simple. Pour finir, les quelques croquis de Machakusa sont aussi disponibles dans le tome 4 de Naruto. Tout est dedans, hein. Il est incroyable. C'est au chef Otaku. Pardon, chef. Avec du recul, et selon les dires de Kishimoto, cette histoire était un peu trop banale pour un magazine comme le Weekly Shonen Jump, et il a reçu un énième refus. Son éditeur lui propose alors de réfléchir à une histoire au ressort plus dramatique, et c'est ainsi qu'est née l'idée d'un certain Naruto Uzumaki. Tu l'as donc bel et bien compris, avant de connaître les 72 volumes de Naruto, il a existé, et il existe toujours, un one-shot de 40-50 pages parlant d'un Naruto, Naruto 1997. Dans la version de Naruto 1997, le thème central abordé par Masashi Kishimoto était la confiance. L'histoire se déroule dans un monde moderne où le héros, Naruto, possède des pouvoirs magiques et est reconnu dans sa région comme étant le fils d'un redoutable démon renard à 9 queues. À travers cette histoire, Kishimoto décide de mêler modernité et vétusté. Pour beaucoup, le démon renard à 9 queues n'est qu'une simple créature inventée par un auteur pour son manga. Cependant, pour les passionnés d'histoire, le démon démoniaque porte plusieurs significations, la plus connue étant celle du kitsune. Cette créature est tout simplement l'une des légendes les plus populaires du Japon. C'est un peu comme si demain vous faisiez du farfadet vendéen ou de la vélue du Loirin, les éléments centraux de votre histoire. Le démon renard à 9 queues, autrement connu sous le nom d'esprit renard, est une créature légendaire décrite comme un canidé doté de pouvoirs magiques tels que la métamorphose, la possession et la création d'illusions. Selon de nombreux récits, lorsqu'un esprit renard atteint 100 ans, il acquiert des pouvoirs surnaturels qu'il renforce au fil des siècles, une queue poussant à chaque étape, jusqu'à devenir un démon renard à 9 queues après 1000 ans de vie. Aujourd'hui, le kitsune est reconnu mondialement, apparaissant dans une multitude de mangas tels que Pokémon, Yu Yu Hakusho, Shaman King ou encore One Piece très récemment. Pour Kishimoto, ce simple personnage devient finalement l'incarnation des mythes et légendes asiatiques à travers son manga. Et pour Kishimoto, eh bien en fait c'est une évidence, il a trouvé la recette qu'il manquait à Karakuri. C'est-à-dire mélanger les mythes et les légendes de sa nation, de son pays, avec une histoire et un manga où il y a de la baston, de l'enquête, des rêves et de l'histoire. En vrai, c'est pas con. Pour revenir à Naruto 1997, il est crucial de se pencher sur son personnage principal. Le jeune héros du récit, Naruto Uzumaki, est un garçon d'une douzaine d'années qui conduit une moto sans avoir de permis, consomme de grandes quantités d'alcool avec les adultes, parle mal sur le dos des morts et se transforme en femme pour divertir des hommes bien adultes. Et tout cela alors que Naruto a à peine 10-12 ans. Le gars est bien mineur, hein. Ok. En tout cas, c'est un Naruto très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, même s'il y a quand même quelques similitudes. Néanmoins, son désir d'être reconnu par la population et par ses futurs amis. Au début de ce récit, Naruto ressemble fortement à Son Goku de Dragon Ball et vit complètement isolé du monde. Il grandit dans la région de Sanin au cœur des monts Oinari, passant son temps à tendre des pièges et à jouer des tours aux enfants et aux adultes de sa région. Par exemple, si un enfant se moque de lui et si un adulte le fait chier, il peut le piéger dans un trou, ouvrir sa braguette et lui pisser dessus. Simple et efficace, moi je valide. On découvre alors que Naruto a été élevé par le personnage pilote de Hiruzen Sarutobi, le dernier survivant des 9 guerriers légendaires ayant combattu le démon renard à 9 queues dans le passé. D'ailleurs, parmi les 9 combattants légendaires qu'on retrouve dans ce one-shot, il y a un invocateur de crapaud ou bien un combattant qui se bat avec un crapaud comme animal de compagnie. Donc ça prouve encore une fois que Kishimoto avait beaucoup d'idées que l'on retrouve dans la suite du manga populaire. Autre information intéressante, l'ancien Hiruzen semblait faire partie d'un clan différent que celui que nous connaissons aujourd'hui, puisque nous retrouvons dans ses appartements le logo du clan Uzumaki un peu partout. Est-ce que c'est un hasard? Ça on ne le sait absolument pas,
Mais par contre, il y a de fortes chances que l'on ait sous nos yeux Hiruzen Uzumaki. Après avoir survécu à cette terrible bataille, l'homme découvre finalement que le démon à 9 queues avait en réalité un enfant. Il décide alors d'élever le fils du Kitsune pendant 12 longues années, en espérant en faire un être de lumière capable un jour de sauver le monde de ses ténèbres. De nombreuses années plus tard, alors que le vieil homme prend conscience des vices et de la ruse de son enfant adoptif, il confie à Naruto une mission afin d'espérer le rendre meilleur. Découvrir le monde et se faire des amis. Au cours de son voyage, Naruto croise la route de Kuroda, un artiste peintre traumatisé par un accident passé et ayant perdu toute confiance en autrui avec le temps. Masashi Kishimoto utilise alors cette rencontre pour rappeler au lecteur de son manga l'importance de faire confiance aux personnes qui nous entourent. Naruto 1997, c'est l'histoire d'un garçon rejeté qui souhaite être accepté par le monde. Il utilise les pouvoirs de Kyuubi et d'un Narutomaki qu'il colle sur son front pour se métamorphoser. Il y a du combat, de la dramaturgie, de l'enquête, des doutes, de la morale et surtout des très beaux messages. En vrai, c'est ultra complet et on remarque un truc, c'est que le style de dessin de Kishimoto, il s'est vachement affûté et c'est beaucoup plus beau que Karakuri. Il fait même apparaître Ken et Kiru à plusieurs reprises dans ses pages, que ce soit en tant que tableau peint par Kuroda, ou encore dans la gigantesque ville faisant la promotion justement d'une œuvre semblant s'appeler Karakuri. Comme je l'ai déjà expliqué, Kishimoto décide donc de parler des légendes japonaises, mais également de la culture de son pays, puisque nous apprenons dans le récit que le peintre Kuroda que rencontre justement Naruto était ami avec un dénommé Saburo Murakami. Et là-dedans, le fameux Saburo Murakami, c'est qui? Eh bien, il s'agissait d'un artiste japonais né à Kobe en 1925 et justement mort en 1996. Il n'était pas seulement peintre, mais aussi figure majeure de l'avant-garde japonaise, surtout connu pour ses performances artistiques et son rôle dans la révolution de l'art contemporain au Japon après la Seconde Guerre mondiale. Et d'ailleurs, le personnage de Kuroda est lui aussi inspiré d'un peintre, Kuroda Seiki, né en 1866 et décédé en 1924. C'était un homme ayant modernisé quant à lui la peinture japonaise en y intégrant le réalisme et l'impressionnisme occidentaux. Ses œuvres combinent souvent sujets japonais et techniques occidentales, ce qui a marqué un tournant dans l'art japonais moderne. Preuve, s'il en fallait une, que Kishimoto adore mélanger l'histoire du Japon avec un manga bien shonen. En fait, quand on y pense, on se rend compte que Kishimoto ne fait pas seulement un manga, il crée une sorte d'héritage du Japon en bande dessinée. Il crée un morceau de la vie supplémentaire, et ça c'est extrêmement cool. Le Japon découvre cette histoire de Naruto 1997, et c'est un véritable coup de cœur. Et là-dessus, il faut bel et bien comprendre les Japonais. Naruto 1997, c'est sûrement l'un des premiers mangas qui fait une promesse, celui de mettre en avant les légendes et la culture japonaise pour les Japonais. La légende de Kyuubi, c'est qu'une idée sur les nombreux plans de Kishimoto. Alors quand toi, tu es un Japonais ayant grandi avec toutes ces histoires et que d'un coup, tu as la possibilité de tout redécouvrir, toutes ces légendes, mais dans un manga shonen avec de la baston, eh bien, c'est une recette gagnante. Kyuubi, Susanoo, Amaterasu, Izanagi, Izanami et toutes ces choses que vous connaissez aujourd'hui, pour nous, ce sont des attaques et des jutsu surpuissants venant du manga Naruto. Mais pour les Japonais, ce sont tout simplement leur enfance. Il s'agit des histoires que leurs parents leur racontaient avant de dormir. À titre d'exemple, c'est comme si demain, il y avait un manga populaire qui apparaissait et qui reprenait les codes du Petit Chaperon Rouge. C'est complètement con, mais nos grands frères, grandes sœurs, nos oncles et parents pourraient être poussés à lire ce récit pour redécouvrir les mythes, l'histoire et la légende du Petit Chaperon Rouge. Et là-dessus, ce qui est très spécial, c'est que Naruto, The Prototype, eh bien, c'est un nouveau manga, c'est un nouveau one-shot, mais en même temps, il a un petit goût de Madeleine de Proust. Il a un truc que l'on connaît, quelque chose d'enfantin, quelque chose de nostalgique. Et ça, pour les Japonais, c'est ultra spécial. Kishimoto est un tout jeune mangaka, mais il vient de saisir le cœur des lecteurs avec des sujets bien précis. Les enfants tombent dedans grâce aux contes et légendes, et les adultes tombent dedans
car il a revisité l'histoire des peintures et artistes japonais en mélangeant à de l'action et de l'enquête policière. C'est ainsi que le jeune Masashi Kishimoto fut publié pour la première fois en 1997 dans le Hakamaru Jump avec ce chapitre d'une quarantaine de pages. Ce succès offre alors à Kishimoto une carrière de mangaka professionnel. Et d'ailleurs, si vous souhaitez lire ce fameux one-shot dans un manga, eh bien il est disponible dans le tome numéro 1 de l'édition Okage, toujours chez Kana. Ils ont régalé, hein. L'édition là elle est parfaite, moi je kiffe, mais merci Kana. Quelques mois plus tard, alors que Kishimoto commence à agrandir son équipe et qu'il vient de vivre un second succès avec Naruto, ce dernier décide d'offrir une nouvelle chance à son projet Karakuri en proposant cette fois-ci une série au Weekly Shonen Jump. Je vous présente alors Karakuri 1998 et avant de parler de l'histoire, je dois vous raconter une anecdote très drôle qui m'est arrivée là très récemment et c'est un bout de l'histoire de la vidéo, vraiment. Karakuri 1998, c'est, je pense, le manga le plus galère à trouver de Kishimoto. Si on enlève bien sûr le manga sur le samouraï, parce que lui, on dirait qu'il a juste pas existé. Pour commencer, l'édition Okage qu'a fait Kana n'a jamais proposé le manga Karakuri 1998, à ma connaissance. Donc c'est plutôt dommage parce que cette édition-là est assez parfaite. Il y a les anciens one-shots de Kishimoto, il y a des informations que personne ne connaissait. Mais par contre, ce manga-là de Karakuri 98, il n'y est pas. C'est le seul grand absent. Je le répète, si vous achetez le tome 1 de Naruto édition Okage, vous avez Naruto The Prototype. Si vous achetez le tome 5, vous avez Karakuri 96-97. Mais Karakuri 1998, c'est un projet qui a disparu de l'histoire, hein, il est introuvable. Il y a ce dessin assez connu montrant un enfant aux cheveux blancs, mais c'est tout. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un personnage secondaire du manga Karakuri de 96, mais en tout cas, il est là, il est devant nos yeux. J'ai donc commencé à faire des recherches il y a quelques semaines, quelques mois sur Reddit ou bien Twitter, nommé X aujourd'hui, et on retrouve assez rapidement une double planche de Karakuri avec ce garçon, ce héros, qui est sur un oiseau géant. Et en fait, c'est la seule page qu'on peut trouver. C'est bizarre, mais c'est vrai. Le personnage que je vois devant mes yeux, c'est en réalité Kiryu dans le manga Karakuri. Il s'agit en réalité d'une refonte de l'histoire comme un remake, mais par contre méconnu du grand public. Il y a donc le one-shot Karakuri de 96 et il y a également une série, cette fois-ci Karakuri de 98, avec de nouveaux dessins, de nouveaux personnages et surtout une histoire retravaillée. Alors, quand on fait des recherches, la double page de Karakuri, la double page cover, en vrai, elle est partout. Sur Reddit, sur X, sur Facebook, on la retrouve assez facilement, mais je vous le répète, cette double page, c'est la seule qu'on peut trouver facilement. Les seules informations que j'ai regroupées en plusieurs semaines, c'est la preuve que une série Karakuri existe et que ça, c'est le premier chapitre d'une série dans le Weekly Shonen Jump. Je me suis donc renseigné sur le numéro dans lequel ce chapitre est apparu et j'ai découvert, après quelques heures de recherche, qu'il s'agissait du double numéro 4 et 5 du Weekly Shonen Jump de 1997 et 1998. Et si on regarde bien la cover du manga, du magazine, il y a bel et bien Karakuri 98. Le personnage est juste en bas. Donc ce n'est pas une erreur. Ce manga existe. C'est pas une illusion collective. Il y a un manga disparu de l'histoire qui a existé. Il est en couverture de Jump, carrément. J'ai donc continué mes recherches sur le numéro en question et j'ai vu qu'il était introuvable sur Vinted, Le Bon Coin ou Amazon. Donc, j'ai essayé sur eBay, je ne vais jamais dessus, mais un gars vendait le magazine. 185 €. Et maintenant, il y a une question à se poser. Est-ce que j'ai envie d'acheter un Weekly Shonen Jump, qui est une sorte de grand Picsou magazine, à 185 putains d'euros? La réponse est non. Dites-vous que demain, c'est comme si un Japonais m'achetait le Télégramme ou bien Figaro à 200 balles. C'est un peu abusé. Et puis là, je te connais, tu vas me dire « Non, mais Darkose, c'est complètement différent, là, c'est des bandes dessinées !» J'ai envie de te dire « Ta gueule, t'as compris l'idée, s'il te plaît ». J'ai alors contacté le vendeur du Weekly Shonen Jump en lui parlant de l'émission Naruto Origins.
et donc de son concept. Je lui ai expliqué que le chapitre de Karakuri de 98 était introuvable en Europe. Il n'est jamais sorti en France, aucune image n'existe réellement, il n'a jamais été scanné, ce qui rend impossible sa lecture sur un site de Scantrad. Ma seule solution est donc d'obtenir ce fameux magazine physiquement, mais surtout, j'ai été franc et je lui ai dit que acheter un magazine 200 balles pour lire un chapitre, j'avais une giga flemme sa race. Non, 200 balles un chapitre. Non. Alors, dans mon mail, j'ai complètement été franc. Je lui ai dit, s'il te plaît, mon frérot, prends les photos du magazine, prends en photo les pages et tu me les envoies par mail. Comme ça, toi et moi, ensemble, on donne vie à cette émission, à cet épisode-là. Et vous savez quoi? Zenplay Trésure de son vrai pseudo, de son vrai nom, eh bien, il m'a répondu. Et ça, c'est un kiff. Ah, non mais t'inquiète, je vais pas non plus prendre le seum pour ça. Bâtard. J'ai donc repris mes recherches sur plusieurs sites, j'ai demandé votre aide en story Insta, j'ai demandé de l'aide sur Twitter, et en vrai les gars, on était une bonne centaine à faire des recherches sur ce fameux Weekly Shonen Jump. C'était assez fou. J'ai même un pote à moi du nom de Amin qui est en Thaïlande, qui a fait des recherches depuis la Thaïlande et dans son pays, voir s'il n'était pas trouvable. En gros, on a commencé 2026 comme des oufs. On était une centaine là à poser des questions sur des réseaux un peu chelous, à la recherche d'un magazine disparu de l'histoire. Voilà, on a fait peur à beaucoup de gens. Moi, en tout cas, de mon côté, j'étais prêt à le lire en portugais, en anglais, espagnol, portugais, brésilien. Bref, j'étais prêt à le lire dans n'importe quelle langue. Je voulais ce truc. Ouais. Et je trouve ça vachement fou qu'il y a un manga, une série de Kishimoto qui a disparu de l'histoire. Genre, c'est apparu après Karakuri, après Naruto The Prototype, c'est apparu après tout ça, et pourtant, aucune trace. Genre, on dirait une illusion, une hypnose collective, le truc. C'est trop chelou. J'ai alors demandé à Lucas TV, qui habite au Japon, de me donner un coup de main pour essayer de le retrouver en occasion ou quelque part. Enfin, genre, j'étais vraiment prêt à tout. C'est à ce moment-là que Lucas TV m'a dit, passe par le site Bailly, afin d'espérer le trouver là-bas. Il m'a dit ça de manière très simple, un peu désabusée, en mode t'es con, va sur Bailly. Déjà ça, je l'ai un peu mal pris parce que je l'aime beaucoup et il m'a dit que j'étais con. Il a pas dit directement, mais ça se sentait un peu. Beaucoup, vachement beaucoup. J'ai donc utilisé un VPN pour aller sur le site Bailly alors que c'était même pas obligatoire. Donc je suis con sa mère. Et là, j'ai rencontré mon héros. J'ai rencontré le vendeur Sintani, un vendeur japonais qui vend beaucoup de Jump d'époque. Et il avait le numéro que je voulais. Et vous savez, c'est quoi la plus grosse surprise là-dedans? C'est que dans son article, dans sa vente, il avait des photos de son article. Et il a ouvert son Jump, il a pris plusieurs photos. Et il a pris 15 photos du chapitre de Karakuri de 98. Ouais. J'ai récupéré toutes les pages, j'ai zoomé un maximum, j'ai traduit chaque bulle avec de l'IA, avec tous les logiciels possibles. J'ai lu tout ce qui m'était proposé, j'ai essayé de comprendre et c'était indéniable. Il me manquait des pages. Il n'y avait pas tout le chapitre en fait, non. Je te jure, cette histoire, elle est interminable. C'est terrible. Et là, t'es que au début en fait. Ouais. J'avais 15 pages, mais je ne savais pas combien il y en avait dans ce premier chapitre en réalité. En fait, il pouvait très bien y avoir 16 pages comme il pouvait y en avoir une cinquantaine. À titre d'exemple, Naruto, One Piece ou My Hero Academia, c'est 54 pages pour un premier chapitre. Et puisque Karakuri était censé être une série comme les mangas que je viens de citer, ça se trouve, il y avait 60 pages à lire et j'en avais que 15. Il y avait un souci. J'ai lu, j'ai relu le chapitre et je ne comprenais pas le message que voulait donner Kishimoto, ni de quoi son manga parlait en profondeur. Alors mon bon vieux Sintani, eh bien je l'ai appelé et je lui ai dit vas-y fais des photos du magazine, tu me les envoies par mail, au pire je te paye les photos, on fait un truc ensemble. Et lui en gros il m'a répondu Kintama namero. Et vous, vous me connaissez, je suis pas un gars qui me laisse faire, j'ai du répondant et du coup je viens de l'acheter et il vient d'arriver du Japon. Pardon Sintani. Pardon. Et en vrai, c'est assez fou de se dire que le truc que je tiens entre mes mains, ça a été imprimé il y a 28-29 ans, quoi. Ça a quasiment mon âge. Bon, maintenant, on va pas se mentir, c'est quoi la vraie histoire derrière ce Weekly Shonen Jump que j'ai convoité pendant plusieurs semaines et plusieurs mois? Parce que oui, l'épisode a mis du temps à sortir,
parce que je voulais ce magazine, qui a une couverture même pas belle, hein. Vraiment pas ouf. 15 000 yens le prix du Shonen Jump que je viens d'acheter, mais par contre, très souvent, vous le retrouvez à 37 000 yens. Ça fait vraiment, vraiment mal. Mais par contre, merci à Sintani, parce que lui, il le faisait en solde. J'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, moi, je l'ai eu en solde à plus de 50% de son prix initial. Donc c'était un vrai régal. Merci mon frérot, je ne te connais pas, mais je t'aime énormément. À ça, il fallait ajouter 300 yens avec les frais d'option. Il fallait ensuite ajouter 500 yens pour la livraison indépendante. Ça veut dire que puisqu'on passe par Bailly, qui est en gros le eBay japonais, bah, il faut faire en sorte de payer le vendeur pour que lui, il envoie le colis aux plateformes Bailly, aux entrepôts Bailly. Donc tu dois payer le vendeur pour qu'il puisse espérer envoyer son produit. C'est pas à sa charge. Donc 500 yens en plus. Ensuite, on te demande l'équivalent de 7000 yens pour envoyer ton colis du Japon jusqu'à la France en avion. Moi, je kiffe. Hein, Prenez mon argent, allez-y, de toute façon. Et un matin, bah, je suis au boulot avec le chef Otaku et Steven de la prod, et j'ai un coup de fil. Je décroche, et c'est un vendeur qui me dit « Darkoz, mon frérot, je suis juste en bas. Tu viens quand tu veux récupérer ton putain de Shonen Jump. Il est en bas, là. Viens le récupérer. » Voilà, je kiffe vraiment beaucoup. Là, je ne peux même pas t'expliquer mon excitation. Il y a un temps complètement dégueulasse dehors, hein, c'est la tempête. Parce que oui, je suis à Brest. Mais tant pis, moi je m'approche du livreur, il me tend le colis, et sur le colis, il y a un TPE qui est posé, qui demande 50 € en plus, pour des frais de douane. Bâtard. Là, en gros, il a clairement voulu me baiser le cul, parce que de base, EMS me demandait aucun frais de douane. Personne ne m'a tenu au courant, pas de mail, pas de SMS, pas d'appel. Juste, ils sont venus en bas du bat, pour me dire, avec un petit TPE, paye 50 € en plus. Bâtard. Vraiment, je l'ai vraiment mal pris et j'en dors encore mal. C'était il y a quelques semaines là. Sur le moment, je n'avais pas de moyen de paiement parce que je suis le genre de connard qui va au boulot sans ses papiers. Si vous voulez m'arrêter un jour ou quoi que ce soit, bah écoutez, je n'ai jamais de papier sur moi, je n'ai pas de carte bancaire, je n'ai pas ma pièce d'identité, de carte vitale ni rien. Si j'ai un accident, je meurs sur la route. Je peux pas dire mieux la chose. Mais mon frérot, le livreur, il me dit, bah écoute, moi je le mets au bureau de poste juste à côté, à la rue juste à côté, et tu passes payer quand tu veux, tu le récupères quand tu veux. Et du coup, je peux pas lui dire grand chose, du coup, bah on se fait un petit chabit, et moi, bah je retourne bosser. À la fin de ma journée, je vais donc au bureau de poste que le livreur m'a mentionné, je me présente, je suis content, je suis fier de pouvoir enfin lire ce chapitre disparu de l'histoire, et cette jeune femme me dit non, le colis est introuvable. Du coup, je lui dis écoute ma Russ, cherche un peu mieux. Elle cherche le colis un peu mieux, et elle me dit ah en fait c'est bon, je l'ai retrouvé, il n'est pas ici, il est à l'autre bureau de poste qui est un peu plus loin, genre 2-3 km après. Du coup, trop relou, mais j'y vais. Et du coup, bah là, je reçois un nouveau SMS qui me dit « Oh, oh, marche pas trop vite, Darkoz, c'est bon, t'en fais pas. Le colis est arrivé à l'agence Chronopost à côté de l'aéroport de Brest. » Sauf que c'est pas du tout ce que le monsieur m'avait dit avant et ce que la dame m'a dit après. Il y a une troisième adresse qui pop. Putain, waouh! Forcément, puisque je n'ai pas le permis, eh ben, je galère à y aller, mais j'y arrive enfin, après plusieurs heures de galère. J'y arrive, je récupère le jump. Et quand j'ouvre le colis, ce n'est pas le bon colis. Ce n'est pas le jump que j'ai commandé, c'est autre chose. Je rigole, il est juste là. Oui. Nous sommes donc sur un jump qui m'a coûté plus de 36 500 yens, soit l'équivalent de 197 €. Alors oui, actuellement, mon trou de balle ressemble effectivement à un chou-fleur, mais par contre, on a ici un Weekly Shonen Jump datant d'il y a 28 ans, ça a été imprimé il y a 28 ans, et dedans, on a un chapitre de Masashi Kishimoto qui a quasiment disparu de l'histoire. En gros, je tiens une relique dans les mains. À 197 €. Ouah, je m'en remettrai jamais. L'aventure commence au début d'un nouveau millénaire. Nous venons tout juste de rentrer au cœur des années 2000. Après une guerre ayant duré de longues années, le chaos semble enfin toucher à sa fin. Alors que les hommes et les femmes sont épuisés et blessés, et qu'ils s'apprêtent enfin à saisir la paix à bout de bras, un nouveau danger semble se rapprocher. Au cœur de cette histoire, nous retrouvons le personnage de Kiryu, ainsi que ses deux amis. Le premier personnage, c'est un oiseau géant, un coq ou bien une poule qui peut voler, qui s'appelle Pisuke. Et en gros, c'est une référence à Peace, tranquille.
au calme. Et le deuxième personnage, eh bien c'est une peluche portant le nom de Ken. Donc oui, c'est un doudou que le personnage amène partout où il va. Tu l'as donc compris, le personnage de Kirou que l'on a vu précédemment est devenu un jeune garçon aux cheveux blancs et Ken, la souris, est devenue une peluche. Alors je suis vraiment pas sûr des choix de Kishimoto, mais on va voir. Kirou explique rapidement à son ami Pisuke qu'ils arriveront bientôt à la prochaine ville et que là-bas ce sera l'occasion pour elle de manger autant de maïs qu'elle le souhaite afin de reprendre des forces et surtout de se reposer. Soudain, un gigantesque oiseau apparaît au-dessus d'eux, ce qui laisse Kirou en totale admiration. Cependant, un étrange personnage apparaît lui aussi et semble s'en prendre à l'animal géant. Ce personnage, c'est Shiraki, un androïde, ou plutôt ce que l'on appelle dans ce récit un démon de la vengeance. Il s'agit, pour la faire simple, d'un humain mal intentionné qui a décidé de se cloner par le biais d'un androïde afin de répandre le chaos et la destruction. Ces fameux démons de la vengeance s'en prennent donc aux hommes depuis 5 longues années, mais aussi aux espèces animales. Et alors que Shiraki attaque lourdement l'animal géant, et bien ceux qui sont localisés juste en dessous, c'est-à-dire Ken, Pisuke et Kirou, eh bien ils ont eux aussi une gigantesque chute de merde. Parce que oui, lorsque l'animal géant s'est fait frapper par l'attaque de Shiraki, il a eu tellement peur qu'il s'est chié dessus d'effroi. Ça me fait un peu rire, mais du coup l'animal a eu peur et s'est chié dessus. Sauf que puisque c'est un animal géant, bah du coup il a fait beaucoup caca. Et cette phrase est folle. Et du coup, bah le héros qui est juste en dessous, il s'est pris un tsunami de merde dans la gueule. Ce n'est pas une blague, le manga commence comme ça. Sauf qu'en dessous de leur localisation, eh bien, il y a la ville que voulait justement rejoindre Kirou. Donc bah, les citoyens et les villageois se prennent eux aussi un tsunami de merde dans la gueule. Bon, simple et efficace, hein. Kishimoto dans toute sa splendeur, hein, vraiment. Shiraki arrive rapidement en ville et prend en otage les humains tout en retirant un grand nombre de vies. Parmi les civils, nous retrouvons un violoniste d'une trentaine d'années portant le nom de Brown. Ce dernier semble d'ailleurs bien connaître la puissance des androïdes et lance rapidement un signal afin de mettre la population en sécurité. Il trouve rapidement le corps de Pisuke et se cache dans ses plumes. Il trouve également Kirou, qui a perdu connaissance et est également rempli de caca. Pendant ce temps-là, Shiraki continue de semer la destruction en ville. Il prend en otage un jeune père tout en terrorisant les citoyens, quand soudain, la fille de l'otage portant le nom de Yuki intervient pour espérer sauver son père. Shiraki explique alors qu'il n'est pas le genre de personne à être pris de compassion pour des enfants, et pour appuyer son lourd propos, il décide d'exécuter la jeune Yuki devant son père. Et non, je ne rigole pas, il décide de tuer une enfant, il l'extermine, il l'explose plutôt violemment. Le père est alors au sol, il est maintenu par Shiraki, il voit sa fille se faire exploser devant ses yeux, et lui, il reçoit le sang de sa fille sur le visage et ses boyaux. Vache! Alors que Shiraki continue de semer la destruction, le maire de la ville, du nom de Sho, intervient. Et Sho, eh bien en réalité, c'est le Père Noël. T'inquiète, tout se passe bien. En tout cas, l'arrivée du Père Noël dans le manga donne beaucoup plus de contexte à l'histoire. Cette phrase est folle, vraiment parler d'Android et du Père Noël, moi ça me fait beaucoup rire. Il m'en faut peu, je suis d'accord. Et on va pas se mentir, avoir du contexte en plus dans l'histoire, c'est ce qu'il nous fallait, parce que là, je galérais un peu à comprendre. En réalité, afin de mettre fin aux guerres ayant duré de longues années dans le monde, l'homme a décidé de créer des androïdes surpuissants. Cependant, lorsque la guerre a pris fin, il s'est avéré que ces mêmes androïdes étaient toujours animés par la motivation du combat, de la destruction et du besoin de vaincre autrui. Ils se sont alors rebellés contre leur propre créateur, menant donc à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Les hommes ont alors créé une équipe spéciale afin de contrer leur toute première création. C'est alors que des humains, des combattants, ont vu le jour dotés de technologies sur leur corps afin d'espérer vaincre les démons de la vengeance. Il y a plusieurs années, une légende existait parmi ces fameux guerriers. Cette personne portait le nom de Jofrid. D'après certains rapports, cet homme aurait été à l'origine de la destruction de 5000 androïdes en une seule et même année, aidant ainsi la population à mettre fin aux guerres. Et toute la puissance de Jofrid résidait dans un seul et même outil, qui se trouvait à son bras droit, appelé un Karakuri.
Shiraki explique dans un premier temps que Jofrid a disparu du monde et qu'avoir un Karakuri à son bras ne fait pas pour autant d'une personne un guerrier ou bien un sauveur. On comprend donc maintenant qu'il existe plusieurs Karakuri dans le monde et que ce n'est pas l'outil qui fait l'homme, mais bel et bien les rêves, la détermination et la volonté du combattant. Mais par contre, on comprend très rapidement que Jofrid n'était pas puissant grâce à son Karakuri, mais grâce à sa combativité et sa volonté. Donc des valeurs qu'on retrouve plus tard un peu dans Naruto, et ça c'est extrêmement beau gosse. Et c'est alors qu'une équipe arrive en ville. Il s'agit justement d'une équipe possédant eux aussi des Karakuri comme armes de combat. Et alors que les citoyens de la ville pensent enfin être sauvés, Shiraki tue les 3 guerriers avec une grande facilité, justifiant ainsi ses propos expliquant que plus jamais un guerrier comme Jofrid n'apparaîtra dans notre monde. L'androïde se retire donc de la ville, laissant un délai supplémentaire aux humains et leur futile existence. Après cette terrible bataille, nous retrouvons le personnage de Brown qui a décidé d'inviter le jeune Kiryu à dormir et manger chez lui. Et c'est une chose qui s'explique que sans Kisuke, Ken et Kiryu, peut-être que le gars n'aurait pas pu se cacher et il serait mort en ville comme beaucoup de personnes. On découvre alors l'histoire de Brown, un violoniste talentueux possédant une passion et un amour pour la musique tellement grand et puissant que sa femme a fini par le quitter suite à de multiples querelles amoureuses. Brown explique alors sa profonde tristesse, mais surtout le fait de vivre désormais sans la femme qui faisait son bonheur, et ce pendant de longues années. Kiryu explique quant à lui avec un air au début du moins enfantin qu'il comprend les paroles du violoniste, car malgré son jeune âge, il a lui aussi perdu des personnes qui lui tenaient à cœur. Nous ne parlons pas ici de rupture amoureuse, mais bel et bien de deuil. Vous l'avez donc compris, avec Karakuri 1998, Kishimoto évoque ici une histoire beaucoup plus sombre en parlant du deuil, mais également de la rupture amoureuse. Kiryu présente déjà quelques traits semblables à Naruto, expliquant que selon lui, il est terriblement difficile d'avancer et de se relever après une disparition. C'est très dur à vivre, nous pouvons avoir envie de mourir ou encore de tout abandonner, mais le vrai combat réside dans le fait de se relever et d'avancer pour les personnes désormais absentes. On ne continue pas spécialement de vivre pour les personnes qui nous entourent et qui nous accompagnent, mais on se pousse à vivre pour les personnes qui nous ont quittés trop tôt. Nous découvrons alors un flashback nous dévoilant le jour où Kiryu a perdu son meilleur ami suite à des guerres provoquées par ce qui semblerait être les démons de la vengeance. Avant de mourir, son ami lui a laissé une peluche que nous connaissons aujourd'hui comme étant celle de Ken et qui de base appartenait à la petite sœur du défunt. Le personnage en question demande alors à Kiryu de la retrouver et de lui remettre cette peluche, signe d'un dernier au revoir et d'un héritage. Alors attention, la traduction du manga peut changer aussi un tout petit peu parce que j'ai beau l'avoir scanné et traduit, la traduction est un peu hasardeuse des fois. Mais normalement c'est ça, dans la globalité. Kiryu pleure alors en expliquant cette terrible histoire à Brown, démontrant une nouvelle fois que cette blessure est encore présente. Et la chose la plus triste dans l'histoire, c'est que Kiryu, il est très jeune et il explique à Brown que depuis, il n'a nulle part où aller. On comprend qu'il vivait avec son meilleur ami et que depuis sa disparition, ça fait plusieurs mois qu'il vit dehors et qu'il vagabonde avec ses amis. Mais ce n'est pas tout. Malgré son jeune âge, Kiryu fait une leçon de vie à Brown en expliquant que c'est en perdant quelqu'un qu'on réalise l'importance que la personne avait dans notre vie. Brown, le musicien, se reconnaît alors dans les propos du jeune garçon, car lui aussi n'était pas sans défaut dans sa relation amoureuse. Le lendemain matin, la ville se fait attaquer à nouveau et Brown se fait gravement blessé par l'androïde alors qu'il cherchait à sauver un maximum de vies. Aux portes de la mort, il demande à Kiryu de remettre son violon à son ex-femme. Dans un dernier geste, Brown donne l'adresse de la femme qu'il a toujours aimée, inscrite au dos d'une photo les représentant. Alors que Brown donne son tout dernier souffle, il dresse ses derniers mots à Kiryu. Quand tu l'auras retrouvé, dis-lui à quel point je suis désolé pour tous les moments pénibles qu'elle a pu vivre à cause de moi. Et premier degré, j'ai failli pleurer. Sous le coup de la colère, Kiryu part à la rencontre de Shiraki afin de se venger. Le héros se présente alors comme l'un des héritiers de Jofrid, l'homme qui possédait le légendaire Karakuri. L'antagoniste explique quant à lui que ce genre de propos n'est pas nouveau,
car en réalité, Kiryu est la 7e personne à se présenter comme l'héritier de Joffrey, et pourtant, ils finissent toutes et tous par perdre la vie. Nous découvrons alors dans les dernières pages que Joffrey était bel et bien l'un des nombreux prédécesseurs du héros. Car en réalité, si au fil des batailles et des guerres, les hommes et les femmes ont perdu la vie, le Karakuri légendaire, quant à lui, a tenu le choc malgré les générations, et un nouveau guerrier l'a porté fièrement pour espérer ramener la paix dans le monde. Kiryu, tout comme son meilleur ami et Joffrey, faisait partie des nombreux porteurs courageux ayant dompté cette arme afin d'espérer sauver autrui. Kiryu détruit alors son ennemi grâce à un contrôle de l'azote liquide, tout comme le héros dans le chapitre de 1996. L'histoire se conclut en découvrant que Braun a survécu grâce à une hospitalisation rapide. Les deux personnages sont prêts à faire leurs adieux, mais le musicien explique qu'il est prêt à adopter le jeune enfant afin qu'ils puissent vivre ensemble. Kiryu explique quant à lui qu'il n'a pas le droit de rester car il y a d'autres vies à sauver dans le monde, c'est son devoir et c'est pour cela qu'il voyage avec Pisuke et Ken. Il met alors en garde le jeune violoniste qu'il considère désormais comme son oncle et lui explique à quel point la solitude peut détruire quelqu'un sur le long terme. Alors il conseille à Braun de ne pas rester seul trop longtemps. Le violoniste répond alors que le héros est dans la même situation que lui, mais Kiryu rétorque en expliquant qu'il se trompe. Depuis plusieurs mois, il voyage avec Pisuke, Ken et un Karakuri, symbole de l'héritage de son meilleur ami décédé. Le héros quitte la pièce avec un grand sourire et le chapitre se termine avec la femme de Braun entrant dans la chambre, expliquant de cette manière que le héros du récit a tout de même contacté la jeune femme pour tenter malgré tout une nouvelle rencontre. Alors que le soleil se couche, Kiryu repart en voyage avec ses fidèles amis. Et en vrai, on va pas se mentir, l'histoire là m'a énormément touché, c'est un mash-up parfait entre Naruto 97 et Karakuri 96. C'est un mélange des deux, et l'histoire est extrêmement cool. Cependant, vous l'avez compris, les lecteurs du Jump ne seront pas du tout cléments avec Kishimoto. Donc sa série, son manga Karakuri 1998, ça va être annulé. Les dirigeants du Jump, ses éditeurs, ils vont lui dire « frérot, désolé, prends ta valise mais dégage. Les gens n'aiment pas du tout ton manga, c'est nul. » Quelques mois plus tard, avec son éditeur Kosuke Yaagi, Kishimoto décide de retravailler son one-shot Naruto datant de 97 pour en faire une histoire longue, captivante et riche en moralité et leçons de vie. Quelques mois après avoir subi un échec avec la série Karakuri, Masashi Kishimoto s'entoure de quelques talents pour assurer le futur succès de son manga. Et là, on va pas se mentir, Kishimoto, il a formé une unité, une équipe de guerriers avec une seule volonté. Je crois qu'il voulait juste niquer le game. Il voulait plus d'échecs en fait. Il est venu pour en découdre le frérot. Devenu sensei et possédant désormais des élèves, Kishimoto prend lui-même en charge le scénario, le dessin et la création des personnages, devenant ainsi le véritable créateur de Naruto, mais aussi le chef d'une équipe extrêmement bien rodée. Mikio Ikemoto, son assistant en chef et actuel dessinateur de Boruto To Blue Vortex, dirigeait à l'époque une toute petite équipe d'assistants dessinateurs, également considérés comme les élèves de Kishimoto. Tout au long du manga Naruto, Mikio Ikemoto se distingue notamment en dessinant les paysages et en illustrant la multitude de clones créés par Naruto au fil des chapitres. Et si vous ne le savez pas, il y a beaucoup de pages légendaires de Naruto, des pages emblématiques, qui ont d'ailleurs été dessinées entièrement par Mikio Ikemoto. Genre par exemple, la planche là de Kaguya versus Naruto, eh bien si tu zoomes, tu reconnais clairement que c'est Ikemoto qui l'a dessinée. On ne le savait pas, on n'y pensait pas, mais oui, la planche là, c'est Ikemoto qui l'a dessinée, le premier assistant d'époque de Naruto et de Kishimoto. Et ça c'est incroyable, je kiffe. Parmi les membres clés de l'équipe, on retrouve également Osamu Kajiza, un des nombreux assistants de Kishimoto, aujourd'hui reconnu pour son succès sur la série Tattoo Hearts, également publiée dans le Weekly Shonen Jump. On retrouve également Kazuhiro Takahashi, directeur artistique et illustrateur qui apporte son expertise à l'univers visuel de Naruto. Au fil des années, l'équipe de Kishimoto s'est agrandie permettant l'émergence de plusieurs talents majeurs au sein de l'œuvre. C'est le cas par exemple de Hirofumi Suzuki et de Tetsuya Nishio, très appréciés des fans pour leur travail sur la série animée,
les films et les OAV de Naruto, et ce pendant plus de 20 ans. Et puis les gars, c'est maintenant que la légende, elle débute vraiment. Enfin, le jour tant attendu est arrivé. Le 21 septembre 1999, soit 2 ans après la création des premières aventures de Naruto, l'enfant Kitsune, les fruits du travail acharné de Kishimoto et de son équipe sont enfin dévoilés. Masashi décide de mélanger la politique, la science et la noirceur de Karakuri 1996 avec la naïveté et l'attachement de Naruto 1997, tout cela additionné avec la douceur et la beauté de Karakuri 1998. Le mélange de ces trois personnages donne naissance au numéro 43 du Weekly Shonen Jump où le monde découvre pour la première fois les aventures de Naruto Uzumaki, le jeune ninja, marquant le début d'une saga légendaire. En tout cas, une chose est sûre et certaine, Asian Punk, Machakusa, Yakyuo et Karakuri, tout comme les mangas inconnus sur les samouraïs, sont et resteront les grands frères de Naruto Uzumaki, ceux qui l'ont aidé à devenir celui qu'il est aujourd'hui. Et pour connaître la suite de l'histoire, eh bien, il faudra attendre le prochain épisode de Naruto Origins où on commencera réellement à parler de l'histoire de Naruto et des ninjas par ordre chronologique. Alors les amis, rendez-vous dans le prochain épisode de Naruto Origins. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. C'est votre maison. Likez, hyper boostez cette vidéo. Moi je vous aime, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci Kishimoto. Et maintenant que tout est fait, maintenant que tout est accompli, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Merci et vive Naruto. わしの名を聞き先駆者の見聞と一致するかはいささか不安ではある。我は安寧秩序をなす者、名を羽衣という。